Est-ce que très vite, tu as su que tu allais avoir envie d'avoir... que tu allais avoir envie... Ok, ce sera la fin de l'épisode. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans La Pastille, le nouveau format court de Course épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de Course épique. C'est un format supplémentaire qui nous permettra d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute! Salut Anaïs Kemener. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pastille, qui est un format court de Course épique. On est aujourd'hui à proximité du MK2 Bibliothèque où se tient ce soir l'avant-première du film Anaïs, en ta présence, ainsi que de l'équipe du film et puis des gens de Salomon. Ce documentaire de 30 minutes qui est signé Salomon TV a été réalisé par Hélène Adjiani et retrace son parcours de vie, plus particulièrement ton quotidien d'aide-soignante la nuit et d'athlète de haut niveau le jour. On y voit aussi l'importance que tu attaches à ton entourage et à son rôle si essentiel dans ta vie. Je suis très heureux qu'on se retrouve aujourd'hui après avoir échanger avec toi dans un des tout premiers épisodes du podcast Course épique, qui était un bébé podcast. C'était l'épisode 7 en juin 2020, 3 ans. Voilà, on était en plein confinement. C'était aussi un autre temps. Et puis, beaucoup de chemin parcouru pour toi depuis. C'est génial de voir ça. On en parlait juste avant que j'allume le micro. C'est beau de voir à quel point tu es exposé aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose que tu mérites pleinement. Donc, je ne peux que m'en réjouir. Merci. Anaïs, on va commencer par une petite présentation rapide. Je vais te demander de te présenter, mais je vais t'imposer de citer 4 mots-clés. Alors voilà, à toi de faire comme tu veux. Ça va être des mots assez faciles à placer, je pense. Marathon, aide-soignante, maladie et famille. Ok. À toi. Alors, du coup, je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 32 ans. Je suis athlète de haut niveau maintenant et spécialisée dans le marathon. À côté de ça, je suis aide-soignante de nuit à l'hôpital. Je cours en club, principalement avec la Meute, qui pour moi est une grande famille. Et le dernier mot-clé ? Maladie. Et maladie, voilà, je suis en rémission d'un cancer du sein depuis 2020 et aujourd'hui, tout va bien. Parfait, t'as tout dit. Quasiment dans l'ordre en plus, le petit bonus. Merci beaucoup Anaïs. Je te propose de commencer donc avec ta double actualité pour commencer donc la sortie du film Anaïs qui sera disponible le 10 octobre prochain sur la chaîne YouTube de Salomon TV. J'ai eu la chance de voir le film en avant-première, ouais. Donc voilà, on t'y trouve très naturel et très fidèle à toi-même, solaire, puisque c'est un adjectif qui te caractérise parfaitement et moi quand je parle de toi en tout cas, c'est vraiment le premier adjectif qui me vient à l'esprit. Voilà. Est-ce que tu as pris plaisir à rayonner dans ce film ? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été naturel pour toi ? Alors oui, c'était totalement naturel et j'ai adoré d'ailleurs passer tous ces moments avec Hélène et toute l'équipe de production parce que clairement, ils m'ont accompagnée sur des courses importantes. Ils m'ont accompagnée à La Réunion, donc j'étais avec ma famille, j'ai participé à un cross là-bas. Ils m'ont accompagnée au championnat de France de cross à Carhaix, donc c'était complètement le feu là-bas, c'était vraiment extraordinaire. La boue et le feu. Exactement, vraiment c'était transcendant. Ils m'ont accompagné au Semi de Paris, Marathon de Paris, à l'Éco-Trail, que des courses qui m'ont permis de m'élever, je pense, et ça a été vraiment un beau moment avec eux. Ça a été quoi toi ta contribution sur le film ? À quel point tu as été investi ? Vous avez discuté, échangé sur les angles, sur les sujets à traiter ? Est-ce que vous pouviez apporter créativement chacun ? Alors l'idée c'était surtout de m'accompagner sur les courses et de voir le quotidien, donc mon quotidien avec ma meute, avec ma famille, avec mes amis, en off même j'ai envie de dire parce que c'était même des petits moments au travail, des moments en famille simplement et moi j'ai adoré passer tout ce temps-là avec eux parce qu'ils ont vraiment participé et partagé toute l'expérience avec nous. Est-ce que tu as été heureuse du résultat ? Est-ce que c'est facile pour toi de revoir ce film-là ? C'est facile de revoir ces moments-là et c'est beaucoup d'émotions en même temps parce que forcément le jour J de toutes les courses où ils ont pu m'accompagner c'était énorme. Moi j'ai adoré et je pense que ça m'a un peu transcendée aussi sur toutes mes courses de les avoir avec moi. Est-ce que c'est fondamental pour toi de partager en fait ce film-là ? Il raconte ça, c'est un message aussi fondamentalement d'espoir, au-delà de tout ton parcours sportif qui est admirable, c'est aussi et avant tout un message d'espoir et puis de solidarité, on peut dire ça comme ça ? Ah bah oui, je pense parce que le plus beau message d'espoir, c'est que voilà, on n'a rien lâché. Aujourd'hui, en plus, on parle de tout ça en octobre, donc à l'occasion aussi d'Octobre Rose, donc pour toutes les femmes qui se battent hommes et femmes qui se battent contre un cancer du sein. Et c'est vrai que oui, c'est assez fort. C'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse te faire sur ce film ? C'est presque d'oublier que j'ai été malade et en fait de nous dire bah voilà, en fait aujourd'hui vous avez réussi. Je dis vous parce que c'est pas que moi, hein. C'est un travail d'équipe.
Ton autre actu, elle est relative à ta performance récente à Berlin, en Allemagne. Tu avais un objectif affiché sur le marathon de Berlin, donc un marathon qui est réputé pour être roulant, donc c'est un joli endroit pour aller chercher des perfs. Est-ce que c'est motivant pour toi et ça crée une émulation assez saine d'annoncer avant tes objectifs de performance, ou est-ce que ça peut aussi parfois un tout petit peu te crisper? Tu es quelqu'un qui est naturellement assez détendu face aux objectifs et t'es résistante à la pression, t'es relativement zen en toute situation. Est-ce que le fait d'annoncer, ça change un peu la donne, ou est-ce que c'est une façon pour toi de te motiver avant tout? Je pense que c'est plus une façon de me motiver parce que, en fait, on avait l'objectif de partir sur moins de 2h30. Et avec mon père, on s'est dit tout au long de la prépa, voilà, on va partir sur tel chrono, tel chrono, tel chrono. Et l'objectif d'avant-course, c'était vraiment de pouvoir faire donc le sub de 30. Et de pouvoir l'annoncer, je pense que moi, ça me mettait un challenge supplémentaire en me disant, voilà, maintenant je l'ai annoncé, donc il faut tout faire pour y arriver. En tout cas, moi, je savais qu'à l'arrivée, quoi qu'il arrive, si j'améliorais mon record, j'aurais été fière de moi. Mais d'avoir réussi ce challenge des moins de 2h30, c'est vrai que je l'étais d'autant plus. C'était 2h32, hein, c'est ça ton record précédent au marathon de Paris? 2h32,12, ouais, à Paris. Elles sont très compliquées à gagner, là, ces 2 minutes, j'imagine? Ouais, mais après, c'était pas le même parcours, c'était pas le même temps. J'ai eu l'avantage de pouvoir courir avec du monde aussi à Berlin. Donc, tous les gars du club qui partaient aussi sur leur record et qui ont réussi. Donc, franchement, c'était vraiment énorme. L'objectif a été atteint, donc tu as été première française, 2h29 et 1 seconde. J'ai lu ton compte rendu de course où tu disais que tu avais été plutôt en avance sur le tempo, sur le début de course et quasiment jusqu'à la fin, avec un petit peu de retard pris à la toute fin. Est-ce que ça, c'est le genre de détail qui peut un peu nuire à ta satisfaction de la course, même si tu as fait un RP, etc. Est-ce que tu vas t'attacher et repasser du temps à ces insatisfactions, en tout cas, ce que tu peux identifier peut-être comme des choses encore à optimiser pour la fois d'après, même si tu es déjà à un niveau d'excellence impressionnant? Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer encore et c'est aussi comme ça qu'on réussit à améliorer les chronos. C'est que, alors je vais pas analyser la course exactement, mon père le fait à ma place. Moi je vais m'occuper de courir et surtout de rester focus sur les chronos. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'axes à améliorer parce que je me dis que déjà j'ai pas eu de dossard élite. Donc le jour J, on est parti en sas préférentiel avec les copains et en fait on a passé 5 kilomètres à passer entre les gens en fait. Qu'est-ce qui explique que tu n'aies pas eu de départ dans le sas élite? J'ai fait la demande mais j'ai pas eu le sas. On m'a dit que le sas était déjà plein. Okay. Donc en fait, il y a ces 5 premiers kilomètres où on fait que passer entre tout le monde et forcément là on perd un petit peu de temps. Après c'est seconde par seconde, hein, mais voilà, peut-être que, je dis avec des si, hein, on pourrait tout faire avec des si, mais ça se passe pas comme ça en vrai. Peut-être que j'aurais pu passer sous les 2,29,0 en ayant eu un sas élite, mais bon après ça veut rien dire. Mais c'est vrai que la course s'est très bien passée. On passe aux 10 km avec 20 secondes d'avance, donc pour le coup c'était quand même un peu rapide. Au semi-marathon. Tu le sens, toi, c'est ce que j'ai dit dans ton compte rendu, c'est que tu sens sans même regarder le chrono que tu es un petit peu plus vite que ce que tu penses? Ouais, bah en fait on regarde les chronos tous les 5 km. Ricardo regardait les chronos tous les kilomètres. Moi je m'occupais plutôt de les regarder tous les 5, parce que je suis pas autant focus sur les chronos, mais par contre je connaissais par cœur mes allures aux 5 km. Et c'est vrai qu'on était assez réguliers, mais toujours un peu en avance. Et je pense que cette avance qu'on a pris au départ, moi je l'ai payé au kilomètre 37. Tu es de nature pas très stressée, ça t'arrive quand même de connaître parfois un peu cet état-là. Est-ce que tu le ressens plutôt par rapport à toi ou par rapport aux autres? J'ai lu que tu avais pas envie de décevoir aussi. Est-ce que c'est avant tout pour les autres que tu te stresses? Ou c'est pour pas te décevoir toi-même? Ce serait plutôt pour les autres. J'avoue que pour moi-même, je suis pas très stressée et c'est plutôt, je vais avoir tendance à stresser les autres parce que j'oublie toujours quelque chose, mes épingles, mon dossard, mes chaussettes. Enfin, je suis vraiment pas très stressée. J'ai oublié mon short moi l'autre jour sur une course. C'est vrai? Ouais, bah heureusement j'avais un pantalon long par-dessus. Ah oui, c'est un peu plus compliqué. Je m'en suis rendu compte sur la ligne de départ. C'est sûr. Ah oui, c'est embêtant. C'est un peu handicapant, ouais. C'est sûr. Pardon, mais non, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que je suis pas très stressée de base. Mais par contre, je vais plutôt avoir tendance à penser aux autres. Donc là, pour le coup, mes copains de course, quand on me disait oui, est-ce qu'on pourrait venir vous voir avant? Est-ce qu'on pourrait faire une photo? Est-ce que si et ça? Moi, je leur disais, moi, personnellement, ça me dérange pas, mais je suis pas toute seule. Donc, si j'ai l'accord de tous mes copains de club, il y a pas de problème. On va remonter un petit peu le temps pour reposer un peu le contexte pour peut-être les auditeurs qui ne connaîtraient pas tout à fait ton parcours de vie. Ton enfance, c'est là que se déclare ton amour pour la course à pied très tôt, dès ton plus jeune âge. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir développé cet intérêt par toi-même ou est-ce que c'est vraiment, tu l'attribues à ton héritage familial, notamment de ton papa, de ton grand-père, ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir aussi forgé cet intérêt pour la course à pied toute seule? Je pense que c'est surtout grâce à ma famille, parce que forcément, je voyais mon père courir, je voyais mes grands-parents courir. Donc mes deux grands-pères faisaient de la course à pied et mon grand-père maternel faisait du marathon aussi.
Donc je pense que je l'ai vraiment développé comme ça en fait, en ayant baigné dans une ambiance toujours autour de la course à pied en fait. Ça a toujours été le quotidien. Est-ce que si tu leur avais dit que tu voulais faire du basket ou du tennis, ils t'auraient renié ? Pas du tout. Non, j'ai quand même fait un peu de baseball, j'ai fait du foot, je me suis essayée à quelques autres sports où j'étais pas bonne du tout, mais j'ai quand même voulu essayer et c'était important pour moi de vouloir faire ce qui me faisait plaisir et mon père aussi. D'ailleurs, il se disait voilà, tant qu'elle fait du sport, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a quand même partagé beaucoup plus de choses dès l'instant où j'ai fait de la course à pied. T'as le souvenir d'une enfance qui était très heureuse, accomplie ? Est-ce qu'il y avait ton papa qui travaillait avec le mégaphone, comme on peut le voir sur les courses ? Ouais, ça a toujours été. Hein. Alors, il était toujours au bord du stade, toujours avec son mégaphone, où mon grand-père avait une petite cornemuse. Enfin, voilà, on l'entendait à des kilomètres, quoi. Et c'est vrai que j'ai baigné là-dedans et c'était vraiment cool. C'est quoi, toi, les premières images de sport dans lesquelles tu as grandi ? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir suivi des événements à la télé ou d'avoir des icônes sportives de jeunesse ? Bien sûr, je regardais tous les championnats du monde, les Jeux Olympiques, le marathon de Paris. Je sais qu'avec mon père, on regardait toujours le marathon de Paris à la télé. C'était toujours très course à pied ou tu pouvais t'intéresser à d'autres disciplines ? C'était plutôt très course à pied quand même, ouais. C'était quand même très orienté et mon père a toujours adoré ça. Je sais que des fois, il y avait des meetings à l'international où des fois, il fallait se lever à 2-3 heures du matin pour regarder à la télé. Il me disait, moi, je vais me lever à 3 heures. Je disais, ok, moi aussi, je vais me lever à 3 heures, on va regarder ensemble. Tu as commencé la compétition assez tôt, donc je crois la course à pied vers 7-8 ans, la compétition vers 9 ans, si je dis pas de bêtises. Est-ce que la performance était déjà un enjeu pour toi, alors à l'échelle de l'âge que tu pouvais avoir à l'époque, mais est-ce que tu te laissais aussi porter par ça, et est-ce que le sujet c'était toi ou les autres ? Non, pas du tout. J'étais pas du tout dans la notion de compétition. D'ailleurs, souvent, mon père me disait, parce que lui, il était quand même assez compète. Et par exemple, pour les crosses scolaires, il me disait, tu vas mettre ton collant et tu vas mettre tes pointes. Moi, je disais, mais jamais de la vie, je vais courir avec mes copines. Donc, je cours en basket, je cours en survêt, et puis je reste dans le fond du paquet parce que je suis avec les copines, quoi. Le blabla run. Voilà, c'est ça. À quel moment tu as pris conscience de tes capacités ? Est-ce que c'est toi qui étais en mesure pleinement de le mesurer ? Est-ce que tu avais besoin d'un regard extérieur pour te donner confiance aussi en tes capacités ? C'est plutôt mon père qui m'a aidé à avoir cette confiance-là. C'est que je pense que j'avais des qualités naturelles étant plus jeune, mais je ne m'en rendais pas encore compte. Donc quand j'ai commencé à courir en club, je gagnais tous les crosses scolaires. Enfin, scolaires et en club, je veux dire les départementaux, les régionaux. Et en fait, je faisais ça, c'était un amusement, mais je me rendais pas encore compte du niveau. Enfin, pour moi, c'était vraiment juste des courses d'enfants, quoi. Autour de 9, 10, 11 ans. C'est pas vraiment de la compétition. Donc, c'était vraiment très, très cool. Tu as eu un attrait pour le long qui s'est dessiné assez vite. Oui. Est-ce que ça a été vraiment lié au plaisir de cet effort-là dans la durée ? Est-ce que c'est parce que là aussi, tu avais des résultats qui étaient intéressants ? Comment est-ce que ça s'est dessiné, cet intérêt pour le long ? Et est-ce que très vite, tu as su avoir envie d'aller sur des formats type marathon ? Alors le marathon, c'est venu bien plus tard, mais c'est vrai que dès toute petite, en fait, je savais que j'allais plutôt aller sur le long, donc le demi-fond quand on est jeune, et puis ensuite le fond en étant un petit peu plus âgé. Mais je pense que, en fait, ça s'est fait naturellement parce que je trouvais ça facile. Donc par rapport à d'autres distances où, par exemple, certains vont faire du sprint et ils vont dire, en fait, je trouve ça facile parce que j'ai des qualités. Moi, quand je faisais du 1000 mètres, je trouvais ça facile. Donc je me suis naturellement dirigée vers le demi-fond et les courses un petit peu plus longues parce qu'au départ, je trouvais ça facile. Oui, tu sentais qu'au fil des kilomètres, en fait, il n'y avait pas tellement d'usure et que tu arrivais à tenir la cadence. C'est ça. Et je prenais plaisir aussi. Je prenais beaucoup de plaisir, je m'amusais et ça marchait plutôt bien. Donc après, au fur et à mesure des années, avec l'âge, les kilomètres ont augmenté et je suis arrivée jusqu'au marathon. Si on avance un peu dans le temps et à ton âge adulte aujourd'hui, quand on parle de prépa et d'entraînement, est-ce que c'est facile pour toi de maintenir constante ton envie, ta motivation ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des jours sans et pas envie d'y aller ? Est-ce que tu as des séances ? Oui, aujourd'hui. De manière générale, en fait, je suis toujours motivée parce que j'adore courir. Donc, en dehors des objectifs, des compétitions et de la performance, moi, j'adore aller courir. Un jour où il fait beau, un jour où il y a un petit rayon de soleil, même un jour où il y a une petite pluie fine. Enfin, je vais courir. C'est un pur bonheur pour moi, quoi. Même du fractionné sur la piste ? Alors, celle-là, tu les aimes un peu moins, si j'ai bien compris. Je les aime un peu moins, ouais. Si c'est un fractionné court, je vais peut-être un peu râler. Et là, pour le coup, c'est la force du club qui fait que on va le faire tous ensemble et que ça va mieux passer. Est-ce que la course, ça reste la récompense ultime en soi ? Ou est-ce que finalement l'entraînement, c'est déjà un moyen de t'accomplir et qu'au bout de tout ça, il y a accessoirement une course ? Ou est-ce qu'avant tout, le driver, pour toi, c'est ce grand rendez-vous que sera la course ?
Je pense que c'est quand même la course. J'aime bien avoir des objectifs, donc j'aime bien m'entraîner en vue d'eux. Donc j'aime bien avoir mes objectifs quand même. On les cale en début d'année avec mon père, en tout cas pour les objectifs les plus importants, comme là par exemple le marathon de Berlin. Et je sais que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais me dire ok, focus. Donc il y a des jours où je vais avoir moins envie, il y a des jours où je vais être fatiguée, mais je garde mon objectif en tête en me disant en fait à l'arrivée, si tout se passe bien, ça va le faire. Tu as parlé tout à l'heure de collectif. Il y a Anaïs qui est toi sous les spotlights et puis avec des médailles autour du cou à l'arrivée. L'équipe qui t'entoure, donc voilà, aujourd'hui il y a ton papa, on a compris son rôle. C'est qui les autres maillons essentiels et puis comment la Meute, qui est le club dans lequel tu es mais qui est un collectif finalement, vient se placer, graviter autour de toi et puis toi aussi ce que tu apportes à la Meute, parce que j'imagine que tu prends pas juste des choses, tu as aussi beaucoup de choses et tu contribues à la réussite et à l'accomplissement de chacun. Comment est-ce que tout ça gravite autour de toi? C'est qui les piliers, les maillons essentiels? Les piliers, déjà, je pense que c'est le bureau du club, parce que clairement, quand on a créé ce club, on était 6 au départ. Et aujourd'hui, on fait toujours partie du bureau du club. Et c'est hyper important pour nous, c'est une vraie famille. Je les connais, les gars, depuis plus de 10 ans maintenant. Ensuite, par rapport au club, on est une grande famille d'environ 110 adhérents. Donc c'est pas mal quand famille on a commencé. On est dans notre 4e année, on a commencé à 6, on est 110 aujourd'hui. Donc on est vraiment très très fiers, surtout que on a réussi à créer une belle émulation de groupe où justement tout le monde s'entraide, tout le monde est bienveillant. On a plusieurs groupes de niveau avec justement, ça peut aller de, je vais dire un truc au hasard, mais ça peut aller de 1h10 au 10 km jusqu'à moins de 30 minutes au 10 km. Okay. Et pour nous, c'est important parce que je pense que qu'on soit en début de paquet ou en fin de paquet, tout le monde a des choses à s'apporter. Les objectifs que tu te fixes, ils sont liés au chrono. Enfin, il n'y a pas de sujet de place. En général, l'idée, c'est plutôt de 1, toi, faire le mieux que tu peux, je pense, et oui, de 2, de tenir l'objectif de chrono que tu t'es fixé. Est-ce que la data, c'est quelque chose dans lequel tu passes beaucoup de temps, t'intéresser à tes allures? C'est quelque chose sur lequel tu prends plaisir à étudier ou tu délègues ça à papa et puis toi, tu fais ce que tu sais faire et puis tu fais au mieux en gestion, en te connaissant? Alors moi, je fais tout au feeling. D'ailleurs, souvent quand on me dit « mais tu fais comment? Tu calcules tant de % de VMA et ci et ça ?» Je dis « moi, je calcule rien. » C'est mon père qui calcule. Je lui dis « écoute, mon chrono au 10 km, c'est tant. Du coup, je sais que je vais m'entraîner sur telle allure. » En règle générale, c'est à peu près ça. Mais non, je suis pas en train de regarder les chronos, les allures, sauf au kilomètre parce que je connais mes allures de course. Mais sinon, non, je calcule pas tout ça. C'est tout au feeling. Je crois savoir que le marathon, c'est la distance la plus chère à ton cœur. Est-ce que c'est important pour toi quand même d'aller varier, multiplier le plaisir? On a parlé de cross tout à l'heure. Je sais que tu peux aller faire de la piste occasionnellement. Tu vas goûter parfois au trail. Tu as été à l'ultramarin plusieurs fois. C'est important pour toi aussi pour garder un peu cette fraîcheur de multiplier les formats, les expériences et te challenger finalement? Oui, c'est sûr. Par rapport au cross, déjà, je pense que c'est clairement les bases de l'athlé pour moi. Quand on est bon au cross, généralement, on est bon partout parce que ça travaille. C'est pas uniquement le physique, c'est aussi le mental. Et c'est essentiel. Même quand on arrive sur marathon, on se dit waouh. Là, les allures, elles sont calées sur une allure de course voulue à l'arrivée. Mais le cross, c'est tout dans le rouge, quoi. C'est vraiment tout dans le rouge. Ouais, rouge foncé même. Je pense cette année, t'as dit que c'était une des courses les plus dures que t'avais faites, en tout cas. À carré, ouais. Je t'ai pas vu sourire d'ailleurs. Ah ouais, j'ai pas beaucoup souri, c'est sûr. C'était vraiment difficile. Mais j'adore le cross et je pense que vraiment c'est les bases de l'athlé. Et quand on fait du cross, je suis persuadée qu'on en ressort plus fort. C'est quoi la course qui t'a appris le plus jusqu'à maintenant? On entend souvent que c'est les courses qui se passent pas forcément le mieux, qui sont les sources de plus grand apprentissage. Est-ce que toi, t'as le souvenir d'une course qui t'a vraiment fait avancer et prendre conscience de choses? Dernièrement, la course qui m'a fait le plus réfléchir, je pense, c'est mon marathon de Paris 2021, où j'ai couru toute seule du début à la fin. En fait, je suis partie en satellite. Je crois que c'est 2021, je sais plus exactement. Peut-être. Possible, ouais, ça me parle. Je fais 2h37 et en fait je pars en satellite, mais je me retrouve seule très 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 rapidement parce que forcément arriver en 2h37 mais courir avec des nanas qui veulent moins de 2,20, clairement on peut pas jouer dans la même cour. Et je l'ai compris très rapidement à partir du premier kilomètre où moi je suis passée en 3,24 alors qu'elle m'avait déjà mis 100 mètres. Je me suis dit bon là, va falloir lever le pied parce que sinon c'est sûr que je vais pas finir la course. On se retrouve à l'arrivée. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais au final, cette course, pour le coup, j'ai eu 42 km avec moi-même et j'ai pu réfléchir à beaucoup de choses. Et c'est vrai que le chrono final à l'arrivée, j'étais hyper fière d'avoir réussi à le faire, mais je me suis dit bon les bases elles sont quand même là. L'entraînement il a été fait. Finir en 2h37 toute seule, j'étais quand même très très contente.
Tu peux, effectivement. Anaïs, on va revenir à ta maladie, à ton cancer du sein. Tu l'as appris en 2015, alors que tu étais en pleine possession de tes moyens. Il y avait une boule dans le sein que tu avais détectée depuis un petit moment et le diagnostic a mis un petit peu de temps à arriver, en tout cas. C'est ça. Et il a été assez radical. Comment est-ce que toi, tu as reçu cette nouvelle? Est-ce que tu as été, dans ton souvenir, tout de suite très combative et déterminée, ou il y a nécessairement un temps d'acceptation où tu tombes de 100 étages là, et puis tout est un peu remis en question fondamentalement? Moi, je pense que, comme je répète souvent, en fait, j'ai été dans le déni de la maladie au départ. Donc, comme je me sentais bien et que j'étais déjà aide-soignante à l'hôpital, je voyais à quoi pouvaient ressembler les gens qui étaient malades. Et moi, j'avais pas cette impression-là, en fait. Je me disais toujours, je suis pas malade. Enfin, je vais bien, tout va bien, je me sens bien, je fais encore des bonnes performances dans le sport, j'ai une hygiène de vie qui est correcte. Mais finalement, j'étais quand même malade. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Mais je l'ai plutôt bien vécu dans le sens où j'étais très bien accompagnée, j'avais du monde avec moi et tout de suite, je me suis dit, je vais me battre. Il y a un moment où tu l'as accepté, justement, cette maladie, ou tu as toujours été dans ce déni-là et dans... J'ai beaucoup été dans le déni, mais je l'ai quand même accepté plutôt sur la fin des chimios, où c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des passages un peu plus difficiles, où je me voyais, j'avais plus de cils, plus de sourcils, plus de cheveux. J'arrivais sur la fin des traitements, où je savais que j'allais avoir l'ablation de mes seins aussi. Je me disais, bon là, ça commence à être un peu lourd, quoi. Ça commence à être dur. À ce moment-là, tu décides de pratiquer le sport, en tout cas conjointement avec ton père. La solution, c'est en tout cas la solution, une des choses qui te fait du bien à ce moment-là, c'est de continuer à pratiquer tous les jours. Ça a été une évidence pour toi? Tu t'es tout de suite dit que c'était la porte de sortie, en tout cas l'idée pour toi de continuer à te battre, à y croire et puis à avoir des réjouissances dans un quotidien qui était beaucoup plus contrarié? Ah oui, mais c'était une évidence. En fait, du coup, comme j'étais en chimiothérapie, j'étais en aplasie, donc j'avais pas de défense immunitaire. Je pouvais pas continuer à travailler à l'hôpital. Donc vraiment, la seule chose que je pouvais faire dans la journée, c'était courir, ou en tout cas sortir. Et c'était vraiment mon moment à moi où je me sentais comme tout le monde, où j'étais pas malade, où quand je voyais les copains de club, j'oubliais la maladie. Alors ça durait peut-être 1 heure, mais pendant 1 heure, j'étais comme tout le monde. Et j'avais besoin de ce moment-là où j'oubliais la maladie. Le personnel médical, il t'a partiellement accompagné dans ce chemin-là? C'est dans une certaine mesure, tant que ça restait plutôt loisir, c'est ça? Ils étaient ouverts dès qu'on parlait de certificats de compétition, ils avaient tendance à un peu se raidir? C'est ça, c'est exactement ça. Donc on me disait, mais tu peux courir, il n'y a pas de problème. Par contre, la compétition, non. Et moi, je leur disais, mais en fait, moi, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de me challenger. Donc même si je suis malade, j'ai besoin de faire des compétitions, en fait, d'être comme tout le monde. T'as fait un peu de Photoshop pour les certificats médicaux? Non, j'ai réussi à en obtenir un. Okay. J'ai réussi à en obtenir un. Ouais, un vrai de vrai. C'est un médecin du club de Tremblay qui me voyait auparavant, qui me connaissait déjà avant d'être malade. Et c'est vrai, quand je suis allée le voir, il m'a dit, bon, d'accord, je veux bien te le faire, parce que mon père lui a expliqué clairement que ne pas m'autoriser à avoir ce certificat, c'était un peu me laisser mourir dans mon canapé, quoi. Et il a dit, bon, ok, effectivement, les mots sont là, je te fais ce certificat, mais par contre, à côté de ça, tu me promets que tu vas faire attention. Je lui ai dit oui, mais j'ai pas trop écouté. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus à ce moment-là? C'était quoi le plus difficile par rapport à ta vie d'avant, ce que tu connaissais? Le plus difficile, je pense, c'était de ressentir un peu peut-être de la pitié dans le regard des gens et de me dire comme si j'étais diminuée, alors que moi, je voulais vraiment pas qu'on comprenne ça. Et ce que je voulais prouver, je pense, aux gens, et c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir aussi, c'est que peut-être c'est un peu comme si je mettais les bouchées doubles. On me disait, mais tu peux pas le faire. Et donc je leur disais, bah d'accord, puisque tu penses que je peux pas le faire, je vais le faire. Est-ce que tu as malgré tout pensé que ça puisse mal se passer? Non, j'ai jamais été pessimiste et je me suis toujours dit que j'allais y arriver. Dans le film, on entend que tu te battais pour autre chose que la seule maladie. C'était quoi? C'était cette passion pour la course? C'était juste fondamentalement cette envie de vivre? Oui, c'est ça. Je pense que porter un dossard, c'était être vivante, quoi. Il y a des parallèles qu'on peut faire avec la course à pied, j'imagine. C'est aussi peut-être comme ça que toi, tu l'as appréhendé, à te dire qu'au bout de tout ça, voilà, il y avait des hauts, des bas, des moments difficiles, et puis des petits ravitaux sur le passage. Exactement, avec les amis, l'entourage, la chaleur, et puis des petits trous d'air, et puis au bout de tout ça, un accomplissement, une satisfaction de s'en sortir. Ouais, totalement. D'ailleurs, je dis souvent que la maladie, je l'ai vécue comme un marathon, et que en fin de parcours, quand c'était un peu plus compliqué, j'étais au kilomètre 37, 38, et que je verrais bientôt le bout. C'est quoi ce que tu as retrouvé avec le plus de plaisir? Vivre normalement, en fait. Ouais, toutes les petites choses du quotidien. Toutes les petites choses du quotidien. J'étais hyper contente de reprendre le travail, j'étais hyper contente de reprendre la compétition et de me sentir de mieux en mieux à l'arrêt des traitements. Je pense que vraiment, juste les choses essentielles auxquelles on manque quand on est en traitement, ça fait du bien. T'as le sentiment de les vivre différemment d'avant? Est-ce que tu appréhendais ces choses très simples du quotidien différemment? Ou t'es retourné dans tes chaussures d'avant la maladie? Je pense que j'y suis revenue un peu comme avant, mais avec plus de mental.
en me disant maintenant je suis passée par tout ça, donc aujourd'hui je vais pas me plaindre, je vais y arriver et je vais m'en sortir, et quoi qu'il arrive, je suis encore plus optimiste qu'avant, je pense. Donc, tu t'es remise de ton cancer en 2016, tu as pu reprendre la compétition, tu as signé des performances C'est ça. géniales. On en avait discuté dans l'épisode, tu avais été championne de France dès 2016, Oui. 4 mois, je crois, après avoir arrêté ton traitement, si on peut donner une date approximative de fin, même s'il y a plusieurs traitements qui se chevauchent. Oui. Là, le cancer, aujourd'hui, il est présent d'une façon ou d'une autre en toi. Est-ce que tu y penses ou est-ce que c'est quelque chose qui est satellisé et loin de toi? J'y pense à l'approche des rendez-vous, forcément, où je me dis j'espère qu'on va rien trouver, j'espère que tout va bien. Mais voilà, j'ai des rendez-vous, des examens de contrôle tous les 6 mois. Et en dehors des examens, j'avoue que j'y pense pas du tout. Je me dis tout va bien, quoi, tout roule. Tu as aujourd'hui un rôle crucial dans la sensibilisation au cancer du sein. Tu as vu ça comme un devoir, ou en tout cas une responsabilité d'endosser aussi cette capacité à porter des messages, le fait que tu sois aussi très entendu et d'être un porte-voix. C'est aussi important pour toi d'incarner ce message d'espoir? Bah oui, c'est hyper important pour moi parce que clairement, quand j'étais malade, des cancers du sein à moins de 25 ans, on n'en parle pas. Et la prévention du cancer du sein se fait malheureusement pas assez en dessous des, je sais pas, même en dessous des 45 ou 50 ans. Quand j'ai passé mes premiers examens, on m'a dit ah bah non, t'as pas 45 ans donc tu feras pas de mammographie. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et aujourd'hui, moi, le message que je peux apporter, c'est vraiment de faire un maximum de prévention et que chacun puisse s'écouter. Il faut avoir confiance en son corps. Quand quelque chose ne va pas, il faut insister auprès des médecins. Parce que dans mon cas, j'aurais pu gagner 1 an et peut-être ne pas être passée par tout ça. C'est quoi les plus belles choses qu'on puisse te dire, à la fois peut-être des malades ou des proches de malades qui aujourd'hui entrent en connexion avec toi, ou en tout cas s'appuient sur ton parcours de vie pour eux continuer à avancer? C'est quoi les plus belles choses qu'ils puissent te dire et puis qui toi te touchent quand on vient à ta rencontre? Alors déjà, moi, je suis hyper touchée parce que je suis beaucoup sur Instagram et du coup, j'essaie de répondre à tout le monde quand on m'envoie des messages. Alors, c'est pas toujours facile, mais j'essaie de le faire au mieux. Mais c'est vrai que quand je reçois des messages de gens qui soient malades ou pas, et qu'on me dit, voilà, j'ai découvert ton profil et aujourd'hui, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de me mettre à courir, ça, c'est la plus belle des victoires. On va parler très brièvement de ta vie professionnelle. On est un peu pris par le temps. Tu travailles aujourd'hui de nuit, tu es aide-soignante. Oui. Et voilà, tu cours la journée, en fait, l'après-midi. C'est un rythme auquel tu t'es pleinement habitué. Ça fait plusieurs années. C'est aujourd'hui ton quotidien est comme ça. Est-ce que tu l'imagines autrement ou tu le rêverais autrement? Ou aujourd'hui, ça fait aussi partie de toi et tu composes pleinement et en t'épanouissant avec ce rythme-là? Aujourd'hui, je suis épanouie avec cet équilibre de vie que j'ai entre le travail et le sport. Mais c'est vrai que quand même, des fois, je me dis, peut-être que si j'avais un mi-temps ou si j'avais un petit peu plus de temps pour courir, les performances pourraient être différentes. Donc, pour être totalement honnête, en ce moment, ça se discute avec mon travail. Et surtout en vue des performances que j'ai fait dernièrement à Berlin. Je suis contente parce que je me sens soutenue par ma direction. Donc, pour l'instant, c'est en discussion. J'imagine que tu es sorti de cette maladie et puis comme tes performances l'illustrent, avec une résilience multipliée et que tu as passé beaucoup de temps aussi à progresser athlétiquement. Tu enchaînes beaucoup les courses. Comment est-ce que tu entretiens la flamme? Est-ce que c'est toujours un plaisir au fil de l'année? Est-ce que c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure en allant finalement chercher des épreuves un peu différentes au gré des saisons? Est-ce que tu as un challenge quand même pour toi pour te motiver d'une course à l'autre? Là, le marathon de Berlin s'est terminé le 24 septembre. Est-ce que dès le 25, tu es en projection sur une échéance plus ou moins brève, mais tu es tout de suite en mode on y retourne? Oui, en fait, oui. C'est vrai que je m'arrête pas forcément à un seul objectif, on en a plusieurs dans l'année. Après, je sais qu'on peut pas être à 100% sur tous les objectifs parce que clairement c'est impossible. Mais là où on va pouvoir se challenger, donc moi j'ai en vue la saison de cross, la saison de piste où j'aimerais bien faire un peu de 10 000 mètres, la saison de route où je vais participer au championnat de France de marathon. Finalement, tous les 2-3 mois, il y a quand même un objectif différent qui revient, donc ça nous laisse l'option, en tout cas, de pas trop s'arrêter, de pas s'arrêter trop longtemps et de toujours rebondir. Tu as connu une année 2023 très fructueuse avec des performances à la hauteur de tes attentes, ouais. Puis qui étaient très élevées. Même au-delà de mes attentes. Comment est-ce qu'on trouve, parce que c'est facile en tout cas de trouver toujours des choses à optimiser. Est-ce que toi tu as les idées claires sur les choses que tu peux encore adapter pour essayer d'aller plus loin? Comment est-ce qu'on passe de 2,30 à 2,29, 2,29,00? Est-ce que tu sais comment, idéalement, on pourrait aller le chercher? Déjà, moi, je pense qu'il y a eu 2-3 petits axes que j'ai améliorés au cours de l'année. Déjà, je vois une nutritionniste maintenant, que je voyais pas du tout auparavant. Je la vois depuis le marathon de Paris. Donc tout ça, ce sont des petits détails. J'essaie de dormir un petit peu plus, ou en tout cas d'avoir un suivi, un sommeil un peu plus régulier. Parce qu'en travaillant de nuit, c'est un peu compliqué aussi. Mais c'est plein de petits détails comme ça qui font la différence à l'arrivée, je pense.
Là, tu dois avoir le nez un peu dans 2024. Il y a une échéance qu'on connaît tous notamment, qui sont les JO. Alors, les minima, ils sont à 2h26 et 50 secondes. Est-ce que c'est un doux rêve auquel tu penses? Est-ce que tu as tendance à te dire que c'est peut-être pas jouable, en tout cas pour cette échéance-là de 2024? Et puis, voilà, qu'est-ce que tu as aujourd'hui prévu pour les premiers mois de l'année prochaine? Alors là, pour Paris, je pense que c'est compliqué quand même d'aller faire encore 2 minutes 10 de moins. Pour la fin d'année, je pense que je vais peut-être retenter en tout cas le marathon de Valence pour essayer de gagner encore quelques secondes. 2 minutes 10, je pense pas, mais en tout cas, je me dis que quoi qu'il arrive, ce sera que du bonus. L'objectif, en tout cas, les 2h29 ont déjà été faits, donc après, voilà, c'est que du plus si j'y arrive, et si j'y arrive pas, j'aurais quand même essayé. J'ai réécouté l'épisode du podcast qu'on avait enregistré ensemble là, il y a un peu plus de 3 ans. Tu m'avais dit à l'époque, dans les projets, un jour peut-être, à long terme, il y avait le marathon des sables. Est-ce que c'est toujours quelque chose dont tu as envie? Bah ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais. J'aimerais beaucoup le faire. Ouais. Et la diagonale, puisqu'on voit aussi dans le film tes attaches à La Réunion. Alors la sur Réunion, des formats en tout cas plus la courts, Réunion, peut-être. c'est ma vie, hein, vraiment. J'adorerais y passer plus de temps et j'aimerais beaucoup y vivre. Mais la diagonale, c'est un autre monde. Trop de dénivelé pour moi. On se quitte habituellement dans le podcast avec le motto de la fin. Donc, tu avais partagé à l'époque ce motto que j'aime beaucoup, qui est se dépasser quand tout va bien, se surpasser quand tout va mal. Ouais. Est-ce que c'est toujours ça qui te drive? C'est toujours ce même mantra qui me drive au quotidien. On le garde, on l'affiche. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi. C'est déjà fini de notre entretien sur ce format plus court. C'est frustrant, il y a encore plein de choses à partager, mais c'est très chouette en tout cas d'avoir pu s'entretenir ensemble. On a rendez-vous dans quelques heures, ça va être la projection, donc je ramène les pop-corn et puis on se voit dans quelques heures pour la projection MK2 Bibliothèque. Ouais, j'ai trop hâte. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.